Bienvenue dans cette édition vespérale sur FM Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bon début de la semaine à toutes et à tous. On commence par cette brève. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se seraient retirés de certaines localités sous leurs occupations. On parle entre autres de la localité de Mweso dans la chefferie de Bachili. C'est aux environs de la cité des Saké dans les territoires des Massissi. Des sources militaires affirment que c'est autour de minuit que ces insurgés rwandais ont été aperçus en train de libérer la zone avec leurs éléments malades. On se rappelle qu'ils avaient à nouveau annoncé un cessez-le-feu le week-end dernier. Et le Rwanda est enfin reconnu officiellement comme agresseur de la République démocratique du Congo par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette annonce tant attendue a été faite le dimanche à Goma, au Nord Kivu, par cette délégation de l'ONU au terme de son séjour en République démocratique du Congo dans une conférence de presse. Divintiala. Devant la presse, les ambassadeurs Michel Blanc du Gabon et Nicole Rivière de la France, chefs des délégations, ont confirmé toutes les affirmations contenues dans le rapport de l'ONU sur l'implication de l'armée rwandaise dans la guerre de l'Est de la RDC. Le groupe de 15 de la mission du Conseil de sécurité s'est rendu à l'évidence de la situation humanitaire dramatique que vivent les populations du Nord Kivu. Interrogés sur les sanctions, les diplomates onusiens ont indiqué que le sujet est sous examen au Conseil de sécurité. L'ambassadeur Michel Xavier Biang a souligné, je cite, « Nous devons aider la RDC à faire face à la crise humanitaire causée par l'exploitation illicite de ses richesses. » Sur le terrain, l'armée rwandaise qui opère à travers le M23 continue à multiplier les attaques contre les positions de FARDC, notamment dans la cité de Saké. Et dans cette conférence de presse, le Conseil de sécurité des Nations Unies a rappelé aux forces armées de la République démocratique du Congo qu'elles sont les seules à rétablir la paix dans l'Est de la RDC. Il est donc temps de réévaluer les systèmes de sécurité congolais. C'est ce que pense un membre de l'opposition politique, Patrick Aozoli, communicateur de l'ADT, au micro de Ruth Dinanzei et Patrick Ngo. Il n'y a pas longtemps, on parlait que non, il s'agit de guerre asymétrique. C'est quoi une guerre asymétrique? C'est une guerre où on faisait face à la personne dont on ne maîtrise pas bien son identité. Et aujourd'hui, nous constatons que non, la personne qui nous agresse, c'est les Rwandais. Les M23 soutenus par les Rwandais, ce sont eux qui nous agressent. Alors, en tant qu'un pays souverain et indépendant, nous ne pouvons qu'agir fortement pour que toutes ces forces négatives ne soient plus. Oui, c'est tout à fait normal que l'ONU et d'autres puissances disent que non, la responsabilité arrive à la RDC. Là, c'est une façon de nous dire que nous sommes un pays indépendant et souverain. Nous avons tout ce que nous pouvons faire. Organisons-nous pour que nous trouvions une solution à ce qui nous menace comme guerre. Parlons à présent de l'arrivée du contingent militaire angolais très bientôt en République démocratique du Congo. Ceci justifie la diplomatie agissante du chef qui milite pour le rétablissement de la paix dans son pays. C'est de cette manière qu'on voit les choses à l'Union sacrée de la nation. Écoutez à ce sujet Doudou Albert Ilunga, coordonnateur de la dynamique Guilain Nyembo, au micro de Ruth Dinanzei. La dynamique Guilain-Nyembo DGN Kinshasa ou la DGN de la République démocratique du Congo est derrière le chef de l'État. Vous avez constaté une marche qu'on avait organisée pour soutenir nos FARDC. Nous sommes derrière toutes les actions qui vont vers la paix parce que c'est ça l'objectif principal. Nous accompagner les chefs de l'État parce que nous voulons que la paix revienne sur l'état de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous avons espoir parce que le chef de l'État l'avait dit. Nous sommes respectueux des engagements, comme toujours. Tous les accords que nous signons, nous sommes les seuls qui respectent. Les autres ne respectent pas. Nous ne pouvons pas rester assis, croiser les bras en attendant cela. Le chef de l'État, si vous le constatez, il applique toutes les voies possibles. Il suit la diplomatie, il contre-attaque. Nous nous défendons, nous n'attaquons pas. Mais je crois que si les Rwandais ne veulent pas comprendre qu'il est temps qu'il arrête, nous sommes obligés de lui faire comprendre ça par toutes les manières possibles.
Et ce n'est pas du tout de cette oreille que l'on entend de ces faits à l'opposition. Il faut d'abord réorganiser l'armée en la dotant des équipements de haut niveau pour défaire les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, comme cela a été le cas en 2013. C'est cela le point de vue du secrétaire permanent adjoint du PPRD en charge de la communication. Aristote Ngarimé est au micro de Alain Goma et Enoch Mafuka. Nous sommes fort convaincus, intimement convaincus, que la solution définitive pour éradiquer l'insécurité à l'est de notre pays ne peut que venir de nos forces armées. Je suis fort convaincu que si nous donnons les moyens nécessaires à nos forces armées peuvent éradiquer définitivement cette insécurité. Nous avions vaincu le M23 en 2013. C'était avec nos forces armées. Nous avions initié des opérations phares, Soukola 1, Soukola 2, avec Kabila. C'était nos forces armées. À travers nos forces armées, nous avions réussi à chasser le M23 et à détruire même l'insécurité, à réduire sensiblement la capacité de nuisance des forces rebelles. La solution ne viendra pas de l'Angola, ou soit de l'Ouganda ou du Rwanda, encore que c'est un pays qui nous agresse, mais beaucoup plus à travers nos forces armées. Donnons les moyens nécessaires, équipons nos forces armées, faisons confiance à cette équipe, à cette armée, élevée, érigée au niveau 8e, au niveau africain. Donc, à mon humble avis, l'arrivée des contingents angolais, je ne vois pas que la donne sera changée sur terrain, étant donné que je viens de lire les communiqués de nos forces armées. Et ces communiqués stipulent que les M23, les éléments des M23 ont attaqué la cité de Saki, alors qu'on avait déjà mis en place le processus de retrait, de démobilisation, ainsi de suite, mais on continue encore à attaquer. L'arrivée des contingents angolais, ça sera un non-événement. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord travailler avec nos forces armées. Des cas de tueries s'accentuent dans les Kwamun, Thomas Ndombe, alors qu'on tentait vers une accalmie. Ces incidents comme effets collatéraux, notamment les déplacements massifs de la population, les cas du village Bissiala. Et sur la FM Télévision, le vice-président de la société civile remet en cause l'initiative du gouvernement qui avait convié à un chef coutumier la charge d'apaiser la tension. On écoute Martin Fouta au téléphone de Patrick Ngou. Il y a eu un moment où l'État ou le gouvernement congolais a apprécié soi-disant mini-Congo, un chef coutumier, d'imposer la paix selon le gouvernement dans le territoire de Kwamuntu. Alors il est entré dans des villages, conscientiser le peuple Yaka parce qu'il est tout proche de cette ethnie. Alors c'est comme si c'était une stratégie un peu de manière à faire qu'ils avaient des préparatifs, c'est-à-dire après un moment il y avait les groupes ethniques Teke qui se sont réfugiés ailleurs. Et là où ils n'étaient pas, donc il y avait du calme. Quand ils ont senti les messages de l'appel lancé par Mini-Congo, ils cherchaient comment voir la réalité sur terre. Dès qu'ils arrivent, les assaillants le tuent. À la suite, les tueries ont fait au moins 19 morts depuis tout ce temps jusqu'au lundi passé. Nous nous demandons, c'est quel type de gouvernement qui en charge un particulier qui n'est ni membre du gouvernement, ni membre du Parlement, qui pouvait maîtriser la guerre qui a fait tuer beaucoup plus de milliers de personnes. Alors, nous demandons au gouvernement international de s'appuyer à ce dossier pour que la paix puisse être retentie dans le territoire de Kwamuntu. Suivez à présent cet SOS de la famille du général des brigades Jean Basseleba, arrêté suite à un complot de personnes mal intentionnées. Madame Kizayalala, épouse du général Jean Basseleba, sollicite à cet effet l'implication du chef de l'État pour que justice soit faite à ce sujet. Il est au micro de Lionel Ngolo. Mois de mars dédié aux droits de la femme a servi de cadre à Madame Kizayalala, épouse du général de brigade Jean Basseleba, pour faire entendre son cri de détresse
auprès de ces hauts magistrats de la haute cour militaire suite au complot visant son mari. Talela biso likambo yonde papa tokolela lisusu epa ya nani soki toleli epa na yo te tala bana ndenge tozala ndaku papa na ngai tokoma likolo nyonso tolelaka chaque jour pona papa na biso papa na ngai sunga biso tala tana sanza oyo ya ba mama oyo biso ba mama tozonyokwa na kati ya Kongo yozoyeba te. Elle porte seule la charge de sa famille depuis 8 mois aujourd'hui, après ce qu'elle qualifie d'arrestation arbitraire et contre son époux, Jean Basseleba, je citais. Profitant de l'occasion, Madame Kiza Yalela sollicite l'implication du premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le dossier de son mari. Bakangaye pona makambo asalate, tata nangai, tata Félix Tshisekedi, tala likambo, oza tata ya bana nyonso. Landela likambo ya mwana na yo, général na yo, oya salela kayo musala ndenge sengeli. La famille Basseleba restait confiante et compte tout de même sur le respect d'état de droit prôné par le chef de l'État. Grève des chauffeurs de taxi et taxibus, c'est lundi matin. Plusieurs personnes ont éprouvé d'énormes difficultés pour se déplacer. Les chauffeurs dénoncent la nouvelle grille tarifaire des trajets rendus publics par l'hôtel des villes de Kinshasa. Richard Kabeya et Torres Satibo. Ceux qui se sont présentés tôt ce matin dans les arrêts de bus ne diront pas le contraire. Difficulté énorme de transport, c'est le mot sur toutes les lèvres. Pour cause, la grève annoncée des chauffeurs de taxi qui contestent la nouvelle tarification de trajet mise en place par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Seulement, le lourd tribut est payé par les passagers. Vraiment, les difficultés sont là, les difficultés sont certaines qu'on ne sait pas savoir comment atteindre le lieu du travail. C'est vraiment pénible, je suis sûr et certain, vous voyez les images. Nous sommes là, mais il n'y a pas de transport comme tel. Sûrement, les chauffeurs se sont rebellés. Ils ne veulent pas obtempérer aux mesures de l'hôtel de ville. Donc ils veulent maintenir les prix toujours à la hausse, quoi. Hausse du prix du carburant couplée à la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain, c'est notamment les raisons évoquées par les chauffeurs de taxi qui doutent d'ailleurs de l'efficacité des mesures de contrôle de cette disposition. Nandimite pe ba ko respecter yango puisque l'état pas ta lobby toyoka na biso pe bangote ndeti ngamo pe na nga chauffeur na bombe ka ndela lingi pe ba kanga na bango ngaite ce roulage akanga la corrompre na moi 5000 fois tiki na ngai. Cette grève appelée par les chauffeurs de taxi a été partiellement observée dans la capitale. Rendons-nous à présent dans la ville de Chikapa au Kassai où la pluie d'hier dimanche a encore une fois de plus détérioré l'état du ravin appelé Sokajik et les risques s'annoncent plus graves. Les efforts de l'Office des voiries et drainage n'ont pas permis d'éviter le pire. En plein travaux du remplement du ravin appelé communément Sakajik, cette érosion a déjà atteint les racines de l'école La Providence qui pourrait, selon les observateurs, être engloutie dans la prochaine pluie. Par ailleurs, d'autres offices, dont les églises, se trouvent déjà dans le ventre de ces ravins qui ne cessent de progresser dangereusement. Jusque-là, la menace pèse encore sur le boulevard Lumumba qui risque d'être coupé en deux si les travaux ne sont pas menés à la vitesse des croisières. Il faut dire que des alertes sur ce dossier datent de plusieurs semaines maintenant. Des sources de la société civile indiquent les retards dans lesquels ont agi les autorités tant nationales que provinciales, ce qui serait selon elles à la base de l'aggravation de la situation. Et puisqu'on parle infrastructure, sachez que les premiers ouvrages du programme de développement local des 145 territoires du pays seront livrés dès avril prochain. C'est la résolution d'une réunion tenue le week-end dernier par le Premier ministre autour de toutes les parties prenantes. Il s'agissait au cours de cette rencontre de faire le point sur l'état d'avancement de ces vastes programmes. On écoute tour à tour le porte-parole du gouvernement, le directeur général du BCECO et les coordonnateurs de la CFF, tous au micro des Patringo. Aujourd'hui, les agences ici représentées pourront brièvement vous dire ce qu'ils ont déjà pu faire, mais les grands travaux ont déjà commencé.
Il y a même des premiers ouvrages qui pourront être livrés dès les mois prochains. Il s'agit principalement des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. On a beaucoup discuté sur les routes des dessertes agricoles. Il y a 38 000 qui doivent être faits dans le cadre de ces projets. Là aussi, il y a des premiers acomptes qui ont été versés par les gouvernements. On a discuté de l'interconnectivité de ces routes avec les routes d'intérêt provincial et même d'intérêt national. C'est dire que tous les pays est en chantier et dès la semaine prochaine, vous pourrez avoir tous les détails sur les images, sur les travaux qui est fait à la fois par le Bureau central de coordination, CFF et PNUD. Voilà. Nous avons déjà lancé les travaux pour la construction de 313 infrastructures, dont 189 écoles, 124 centres de santé dans nos 48 provinces. Nous venons aujourd'hui, je crois que les images continuent déjà à circuler, nous montrons au public ce que nous sommes en train de faire à l'intérieur. Maintenant, nous venons de signer des contrats avec 70 PME pour 731 infrastructures qui vont descendre maintenant dans le territoire pour pouvoir aussi lancer les travaux. Quant à nous, la CFF, nous avons fait le point sur l'exécution physico-financière des activités qui se déroulent dans nos 7 provinces, qui représentent 43 territoires. Globalement, les travaux ont été lancés sur tous les chantiers et les premières réceptions, nous devons les avoir vers le mois de mai. Et les dernières infrastructures seront livrées en juillet 2023. Concernant les voies de desserte agricole, toutes les études sont achevées. Nous avons présenté à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, tout le rapport de ces travaux. Ce que nous attendons maintenant, c'est le go, l'accord, pour que nous puissions lancer des dossiers d'appel d'offres. Et parlons sport avant d'éclore complètement cette édition du journal. ASV Club manque l'occasion de prendre la 2e place du groupe A à la Ligue des Champions en s'inclinant par un but contre 2 le samedi dernier face à la JC Kabylie à Alger et s'éloigne de son destin, nous dit Joseph Majondo dans cet élément de reportage. Classé 4e du groupe A avec 3 points sur 4 sorties, dont une victoire et 3 défaites, les Moscovites n'ont presque plus leur destin à main. Mal positionné dans ce groupe, l'ASV Club devait à tout prix négocier de belle manière son match le samedi à Alger face à JS Kabylie pour espérer à une qualification au prochain tour, chose qui n'a pas été faite car le poulain du coach Raoul Chungu était à proie des Algériens. Bien qu'ils ont été le premier à ouvrir le score par un coup de pied magistral du Togolais Marouf Tchakei à la 55e minute de jeu, ils se sont fait rejoindre au score à la 63e sur un centre de Boalia. Moussa Benzaï, bien positionné, était là pour couper la trajectoire du ballon sur un demi-volée. C'est à la 86e minute de jeu, Naïd Salem profite du mauvais positionnement de la défense véclubienne pour fixer les gardiens Sofiane Ouedraogo pour marquer le 2e but algérien. Le club perd son 3e match de la compétition, bien qu'il n'a plus son destin à main, mais rien n'est encore fini. Si JSK et Petro de Luanda perdaient chacun tous leurs matchs restants et que V Club gagnait le sien, il pourrait se positionner à la 2e place au classement, synonyme d'une qualification en quart de finale. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bon début de la semaine à toutes et à tous. On se retrouve prochainement, Inch'Allah.